Bien, mes chers collègues, nous voici pratiquement arrivés au terme de nos auditions et nous avons le plaisir d'accueillir, dans le cadre des travaux de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants, M. Éric Lombard, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. L'audition de ce jour est enregistrée et diffusée en direct et elle fera l'objet d'un compte-rendu sur le site du Sénat. Monsieur le ministre, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Monsieur le Sénateur. Avant effectivement de... Je vous demandais juste si vous avez des liens d'intérêt avec la commission d'enquête. J'allais y venir. Pardon. J'allais y venir. Je vous saluais d'abord plus formellement. Merci. Oui, d'autant que la HATVP a rendu une nouvelle délibération. Il y en avait une première le 6 mai qui donnera lieu à un décret de déport que le Premier ministre prendra dans les prochains jours. Et je me suis déporté à la suite de cette délibération de la Haute Autorité sur la gouvernance et le versement de la Caisse des dépôts. Sur les sociétés du groupe La Poste, sur les sociétés du groupe BPI France, à l'exception de BPI France Assurance Export, sur le fonds Marguerite, qui est un fonds d'investissement européen, l'École supérieure de commerce de Troyes, la société Almaera et ses filiales, et le Cercle des économistes. Voilà, et ces déports avaient déjà été mis en place, en fait, au moment de ma nomination par Prudence, et donc... Ils sont déjà effectifs. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je prête serment et je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité, je le jure. Merci, Monsieur le Ministre. Notre commission d'enquête, dont les membres ont été nommés le 15 janvier dernier, poursuit 3 objectifs principaux. Tout d'abord, établir le coût des aides publiques octroyées aux grandes entreprises, entendues comme celles employant plus de 1000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires net mondial d'au moins 450 millions d'euros par an, ainsi que le coût des aides versées à leurs sous-traitants. Ensuite, déterminer si ces aides sont correctement contrôlées et évaluées, car nous devons veiller à la bonne utilisation des deniers publics. Enfin, réfléchir aux contreparties qui pourraient être imposées en termes de maintien de l'emploi au sens large, lorsque des aides publiques sont versées à de grandes entreprises qui procèdent ensuite à des fermetures de sites, prononcent des licenciements, voire délocalisent leur activité. Nous avons effectué, Monsieur le Ministre, quelques 55 auditions qui ont toutes été réalisées en commission plénière et retransmises en direct, au cours desquelles nous avons entendu, entre autres, des journalistes, des juristes, des économistes, des hauts fonctionnaires, des représentants syndicaux, un grand nombre de dirigeants de grandes entreprises, ainsi que Madame Vautrin, votre collègue ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, et de 2 de vos prédécesseurs, M. Arnaud Montebourg et M. Bruno Le Maire. L'audition de ce jour offrira une forme de synthèse de nos travaux, car nous souhaitons vous faire part de plusieurs de nos constats et échanger avec vous sur certaines propositions que nous pourrions être amenés à formuler dans le cadre de notre rapport. Nous souhaitons cependant au préalable connaître votre regard sur les quelques 2200 aides publiques versées aux entreprises. Quelle définition des aides publiques retenez-vous et quel est leur coût? Dans le contexte géopolitique international que nous connaissons, et compte tenu de la situation alarmante de nos finances publiques, quel doit être le rôle des aides publiques aux entreprises? Quelles sont les décisions que vous comptez prendre pour mieux encadrer la dépense fiscale? En particulier, le crédit d'impôt recherche vous semble-t-il actuellement bien calibré? Le rôle de chef de file confié aux régions en matière d'aide aux entreprises vous semble-t-il gage d'efficacité et est-il cohérent avec les actions menées par l'État? Pensez-vous que les aides publiques aux entreprises sont suffisamment suivies, contrôlées et évaluées? Seriez-vous favorable à la fixation de contreparties juridiquement contraignantes pour certaines aides publiques lorsque l'entreprise ferme des sites, procède à des licenciements, voire délocalise? Monsieur le ministre, je vous propose de traiter ces questions dans un propos liminaire de
d'1 quart d'heure, auquel je serai particulièrement attentif, puisqu'il y a de nombreuses volontés d'échange, de questions, donc il faut qu'on se garde du temps pour les échanges et les questions. Ensuite, Fabien Gay, notre rapporteur, vous posera quelques questions pour approfondir certains points. Et enfin, les membres de la commission d'enquête pourront également vous interroger s'ils le souhaitent. Sans plus tarder, Monsieur le Ministre, je vous cède la parole et je vous remercie. Bien, merci Monsieur le Président. Je suis heureux de participer à cette commission d'enquête sur les aides publiques aux grandes entreprises et effectivement de répondre à vos questions. C'est un sujet stratégique et un levier important de l'action publique, même si le terme recouvre des réalités hétérogènes. Et je vais essayer de dissiper quelques malentendus qui pourraient exister, même si j'en doute un peu après toutes les auditions que vous avez menées. Mais la réalité est complexe et effectivement, il est très important que vous soyez aussi éclairés que possible, ainsi que l'opinion publique, sur ce sujet. Alors, quelle est l'approche du gouvernement ? Les aides publiques visent à corriger certaines défaillances de marché en incitant les entreprises à investir dans des activités génératrices, pour prendre le terme économique convenu, d'externalités positives, c'est-à-dire de conséquences positives pour la société dans son ensemble, telles que la recherche-développement ou la transition écologique. Dans ces domaines, les rendements privés peuvent être insuffisants au regard des bénéfices collectifs attendus, et les aides publiques qui ne suppriment pas le risque entrepreneurial, parce que les entreprises restent tenues de contribuer financièrement aux projets qui sont aidés. Ces aides en améliorent la rentabilité relative et cela rend possible des initiatives qui, sans soutien, ne seraient pas engagées. Sur les grandes entreprises, les aides peuvent être justifiées par un point de vue économique parce qu'elles sont par nature, et j'y reviendrai si vous le souhaitez, particulièrement exposées à la concurrence internationale. Par parenthèse, je viens de passer 6 heures avec une délégation de haut niveau conduite par le vice-premier ministre chinois chargé de l'économie. Voilà, ça évoque un certain nombre de sujets dont on pourra parler plus en détail. Dans le cas des grandes entreprises industrielles, notamment l'acier, la chimie, l'automobile, elles font face précisément à la concurrence de pays asiatiques dont les conditions de production tirent injustement, à notre avis, les prix vers le bas. Mais aussi, les grandes entreprises sont des donneuses d'ordre. Elles structurent des filières, des chaînes de valeur. Elles représentent des leviers de transformation de notre économie. Et elles ont de ce fait une rentabilité plus grande, puisque leur action est essentielle pour la réalisation d'objectifs de politique publique, qu'il s'agisse de la réindustrialisation, qui est au cœur de ce que vise le gouvernement et ses prédécesseurs, d'innovation ou encore de décarbonation de notre économie. La majeure partie des aides aux entreprises, d'ailleurs, est votée en loi de finances par le Parlement. Et c'est donc vous qui, non pas à la fin, mais au début, décidez de leur existence, de leurs paramètres, même si effectivement ce sont des décrets qui viennent les préciser. Et c'est les ministères et les opérateurs de l'État qui ensuite mettent les règles à contribution, en application, pour en définir les contours opérationnels et les instructions. Qu'elles soient structurelles ou conjoncturelles, de transition ou de crise transversale, de guichet ou sectorielle, aucune aide n'est octroyée sans conditionnalité. Ce point, je crois, est très important. Il y a toujours un critère à remplir qui est explicitement prévu par le législateur. Et c'est le cas des aides pourvues d'un objectif. Par exemple, vous avez évoqué le crédit d'impôt recherche, qui impose d'avoir en effet effectué des dépenses de recherche et de développement pour pouvoir être versées. Et en matière d'aide aux entreprises, notamment lorsqu'elles sont pourvues d'objectifs précis, il nous semble que si on multiplie les conditionnalités, là on risque de manquer à l'objectif initial, voire même d'être contre-productif, car l'une des clés de l'efficacité de la politique économique est bien de fixer un objectif par instrument utilisé, faute de quoi ils perdent de leur utilité. Et dans le crédit d'impôt recherche, il y a en fait des conditions d'emploi, puisqu'il faut que des spécialistes de recherche-développement soient bien employés aux missions qui sont financées par le CIR, qui sont chercheurs, ingénieurs ou autres. Si à chaque aide, on ajoute une condition de maintien de l'emploi pour un site de production de l'entreprise, par exemple, on risque en réalité de décourager les candidats et de nuire au but initial, voire d'engendrer des effets pervers, puisque c'est sans doute triste de le dire, mais je me dois dans mes responsabilités de le dire, il arrive que des entreprises doivent faire évoluer leurs effectifs
pour des raisons de survie ou même de perspective de survie. Et ce n'est pas pour autant qu'elles ne remplissent pas les objectifs qui seraient fixés par telle ou telle aide. Et donc, je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais on a un exemple en ce moment sous nos yeux d'une entreprise qui, pour des raisons de difficultés sectorielles et conjoncturelles, doit réduire ses effectifs et continue malgré tout à innover et à investir. Pour finir sur l'exemple du crédit d'impôt recherche, qui est un des exemples les plus discutés, le Parlement a souhaité un resserrement ciblé de son action en 2024, et c'est ce qui a été fait. Désormais, il faut stabiliser les paramètres du dispositif parce qu'il représente un facteur clé d'attractivité et parce que les entreprises ont besoin de visibilité dans le moyen terme pour que les aides fonctionnent à plein. Alors, si on revient rapidement sur la typologie des aides publiques aux entreprises, il y a deux types d'aides. D'abord, les aides transversales, non ciblées, accessibles à l'ensemble des entreprises. C'est encore une fois le crédit d'impôt recherche qui vise à accroître l'investissement privé en recherche et en développement et dont les retombées largement diffusées dépassent le cadre de l'entreprise bénéficiaire et profitent à l'économie et à la société dans son ensemble. C'est bien pour ça qu'il est construit. Et puis, il y a des aides sélectives qui ciblent des secteurs technologiques, des catégories d'entreprises et qui sont soumis à l'encadrement des aides d'État qui sont prévues par les traités européens. Par exemple, le plan France 2030 s'inscrit dans cette logique sélective. Il cible des secteurs stratégiques comme les technologies quantiques, la matière numérique ou les électrolyseurs pour l'hydrogène décarboné, par exemple. Et il mobilise des financements publics afin de renforcer la souveraineté technologique et d'accélérer des transitions industrielles que nous pensons nécessaires. Pour être clair, si on prend les deux plus grandes transitions auxquelles nous faisons face aujourd'hui, qui sont d'une part la révolution numérique et de l'autre la révolution climatique, ou la transition écologique et énergétique. Elles sont couvertes par exemple par les aides à la décarbonation qui sont octroyées via des appels à projets permettant de prioriser les projets les plus efficaces. Et en l'espèce, nous mesurons le coût par tonne de CO2 évité afin d'optimiser la dépense. L'aide publique intervient comme une forme d'investissement de la société tout entière au service d'une entreprise pour cette transition vers la décarbonation qui, le plus souvent, n'est pas rentable dans l'immédiat et parfois même pas rentable du tout pour l'entreprise, alors qu'elle l'est évidemment pour la planète et pour la société. Tandis que les aides à l'innovation vont regrouper des incitations fiscales qui permettent d'inciter assez simplement à la recherche et développement, les subventions sectorielles, notamment prévues par France 2030, permettent de cibler les technologies stratégiques dont nous avons besoin. Les aides de crise, elles, qui sont une autre catégorie, sont spécifiques. Elles visent à couvrir une période difficile et à préserver les entreprises, les emplois, d'effets destructeurs d'une crise. Il y a certes, après la crise, un effet retard pour les entreprises qui n'auraient pas été viables indépendamment. On le voit bien après la crise du Covid. Mais il y a celles les plus nombreuses qui ont pu sauvegarder les emplois, éviter la destruction du capital humain et ainsi poursuivre leur activité. Les grandes entreprises ont plutôt été soutenues par d'autres aides, car l'activité partielle leur a permis, pendant les crises que j'évoquais, de maintenir leur emploi période d'activité. Hors Covid, qui est une crise particulière, on peut penser aux aides déployées en réponse à la crise énergétique, qui a été déclenchée en février 2022 par l'invasion russe en Ukraine. Et ces aides ont permis de protéger notre tissu industriel des hausses du prix de l'énergie, en particulier les industriels très consommateurs d'électricité ou de gaz, face à un choc conjoncturel mais massif et qui a duré. Ces aides temporaires ont pour la plupart pris fin au terme de l'année 2023, mais donc, encore une fois, après une période assez longue. Alors, quels sont les montants concernés ? Et c'est un point important. Chaque année, c'est environ 150 milliards d'euros qui se décomposent en environ 40 milliards d'euros de dépenses fiscales, 30 milliards de dépenses budgétaires et 80 milliards d'euros d'allègements généraux de cotisations. Pour les dépenses fiscales, 40 milliards, les postes les plus importants sont le crédit impôt recherche pour 8 milliards, la fiscalité réduite dans les Outre-mer pour 5 milliards et les différentes TVA réduites dans la restauration et sur certains travaux. Dans les 30 milliards de dépenses budgétaires, on retrouve l'aide à l'embauche d'apprentis ou les aides de France 2030. Enfin,
Le contrôle et le suivi de l'évaluation des aides publiques, c'est évidemment un élément absolument clé. Toutes les aides publiques aux entreprises sont contrôlées, suivies et évaluées. Contrôler, c'est-à-dire que l'administration vérifie systématiquement que les règles d'octroi sont bien respectées. Le crédit impôt recherche, pour conserver cet exemple, fait l'objet de plus d'1 millier de contrôles annuels pour 15 000 bénéficiaires au total. Ces contrôles aléatoires portent à la fois sur les montants déclarés et sur la réalité et la nature scientifique des projets. Elles sont suivies de telle sorte qu'aucune aide n'est versée sans que les conditions d'attribution, notamment l'atteinte de jalons d'avancement des projets, ne soient effectivement remplies. Les aides d'État font d'ailleurs l'objet d'un reporting annuel conformément à la réglementation européenne. Et elles sont évaluées comme toute politique publique, car la loi prévoit un dispositif d'évaluation. Pour France 2030, c'est le comité de surveillance des investissements d'avenir, le CSIA, qui a publié sa première évaluation à l'état 2023 et qui a conclu à des retombées largement positives au niveau macroéconomique sur l'activité comme sur l'emploi. Mais des analyses supplémentaires vont permettre de mesurer les retombées précises de ces investissements avec le recul et les données. Pour le plan France Relance, c'est France Stratégie qui a fourni une évaluation très complète avec un comité d'évaluation spécifique présidé par Xavier Jaravel, qui a procédé à des évaluations macroéconomiques et à l'évaluation de 11 dispositifs du plan avant de la publier en janvier dernier. J'imagine que vous en avez pris connaissance. Et pour mener l'évaluation de tous les dispositifs d'aide, nous disposons d'institutions dotées des profils qui conviennent à France Stratégie, à l'INSEE ou à la Cour des comptes. Enfin, quand je dis à la Cour des comptes, ce n'est pas nous qui en disposons, naturellement, compte tenu de son indépendance. Des comités plus spécifiques peuvent être mandatés, comme la commission Bozio-Wasmer sur le crédit d'impôt en faveur de la compétitivité et de l'emploi, et la Commission européenne elle-même pour les aides encadrées par le régime des aides d'État. En conclusion, pour plus de rationalisation et plus de transparence, il y a sans doute des améliorations à faire. Et d'ailleurs, ce ministère a développé une plateforme pour le rapportage européen des aides dites de minimis, c'est-à-dire des aides inférieures à 300 000 € sur 3 ans. Et ce registre sera rendu public dès janvier prochain, conformément au droit européen. Et puis, il y a une exigence de compréhension des règles vis-à-vis du public. Chaque dispositif a ses règles et, à ce titre, peut mobiliser des administrateurs et des opérateurs différents sans que l'ensemble soit directement lisible. Si l'organisation est techniquement justifiée, vu de ce ministère que je dirige, nous vérifions chaque aide, chaque processus. Elle ne doit évidemment pas être préjudiciable à la transparence d'ensemble ni à notre capacité collective à réinterroger l'ensemble du dispositif et chaque dispositif individuellement. La plateforme des aides d'État qui rassemblera les petites aides que je viens d'évoquer pourra être élargie à tout le champ des aides d'État afin d'effectuer un saut qualitatif considérable dans l'évaluation, le pilotage et le suivi, même si cela demandera des modifications législatives, notamment pour inviter les collectivités territoriales à participer et à lever en partie le secret fiscal. Mais je suis certain que d'autres améliorations sont possibles et peut-être souhaitables. Et donc, je me réjouis d'avoir ce dialogue avec vous. Merci de votre attention. J'en ai fini avec ce propos introductif. Merci, Monsieur le Ministre. Il y a une petite question que je vous avais posée à laquelle vous n'avez pas répondu dans vos propos. C'est votre vue sur la compétence donnée aux régions, des chefs de fila sur l'accompagnement des entreprises, notamment si on compare le montant, puisqu'on doit être à 7 milliards d'accompagnement financier sur des projets dédiés à l'ensemble des régions par rapport à l'intégralité, vous l'estimez à 150 milliards, mais si on prend d'autres systèmes qu'on peut considérer comme des aides publiques, on est à environ 200 milliards, 7 milliards pour les régions. Je vous avais posé une question dans mes propos liminaires, savoir de quel œil vous portez sur cette responsabilité donnée aux régions. Oui, pardon, Monsieur le Président. Sur son efficacité, bien évidemment. J'avais omis cette question qui est importante. Ça fait l'objet, comme on dit en diplomatie, de débats francs et directs de façon régulière. Moi, à titre personnel, je suis très attaché au rôle des régions en matière de soutien des entreprises. Parce que les régions, d'abord, c'est leur mandat institutionnel. Le suivi de l'activité économique relève des régions. Mais elles ont une proximité qui complète tout à fait utilement l'action de l'État. Et d'ailleurs, nous essayons de nous coordonner le plus possible. Pour tout vous dire,
président d'une grande région industrielle, m'a envoyé un message il y a quelques jours, précisément pour discuter de cette coordination sur les aides. Et donc, ce rôle plus local me paraît tout à fait précieux, dès lors qu'il complète les dispositifs publics, ce qui, le plus souvent, est le cas. Merci, Monsieur le Ministre. J'ai quelques questions avant de donner la parole à notre rapporteur. Deux questions qui font référence à l'audition qu'on a fait hier de Monsieur Guersin, qui est directeur général de la concurrence au niveau de la Commission européenne. Juste ce que vous pensez du dispositif. Il nous expliquait qu'au niveau de l'Union européenne, des aides aux entreprises, notamment en termes d'investissement, sont réservées aux dossiers qui en ont besoin pour être rentables. C'est-à-dire qu'un projet d'investissement industriel qui a sa propre rentabilité sans aide de l'Union européenne ne bénéficie pas des aides. Qu'est-ce que vous en pensez? Et un autre dispositif au niveau de l'Union européenne qui fait que si une entreprise trouve des aides pour s'installer dans un pays hors Union européenne, l'Union européenne répond systématiquement qu'à montant égal, il ne s'agit pas de faire de la mieux-disance, mais à montant égal, automatiquement l'aide sera accordée au niveau de l'Union européenne pour une installation au sein de l'Union européenne. Est-ce qu'on peut adapter le même principe au niveau français? Je vais faire tout mon lot de questions et puis comme ça vous pourrez y répondre de façon globale et après on passera directement au rapporteur. J'ai une deuxième question. Je pense qu'on aura un désaccord et que vous ne serez pas d'accord avec la tournure que je donnerai à la question. Pour une simple raison, c'est que bien évidemment j'ai plutôt une attention, notamment en étant un attrait particulier sur le monde économique. En étant président de la délégation aux entreprises, je vous écoute assez régulièrement et je me rappelle d'une de vos premières interviews au moment où vous aviez été nommé, où vous avez dit, si je paraphrase, mais de manière assez fidèle à ce que vous avez dit, que dorénavant, la priorité des entreprises en France était la transition écologique et que ceci devra amener un certain nombre d'investissements et moins de rentabilité. J'ai cru que j'allais tomber de ma chaise quand j'ai entendu ça de la bouche du ministre de l'économie et de la souveraineté industrielle, et je rajouterais, moi, de l'attractivité de notre pays, qu'elle serait moins rentable, mais qu'il faudrait l'accepter. On vit aujourd'hui des conditions économiques très particulières au niveau macro, avec une guerre commerciale entre deux puissances, la puissance américaine et chinoise, dont, si nous ne prenons pas les mesures nécessaires au niveau européen, mais aussi au niveau national, nous en paierons. Déjà, ça a commencé, mais nous en paierons très chèrement les conséquences. Depuis un certain nombre d'années, en France, nous avons mis en place, à travers différents dispositifs, des aides très fortes sur la décarbonation, que je décomposerai en deux parties. La décarbonation à développement industriel. On va aider des développements et des constructions industrielles. Je pense par exemple à des usines vouées à produire de la batterie pour voitures électriques, où là on est sur du développement industriel qui trouvera sa compétitivité, qui trouvera sa rentabilité à un moment. Et là-dessus, moi je trouve rien à redire, absolument rien, d'un point de vue personnel. Mais en même temps, on donne des aides assez fortes dans la décarbonation uniquement par idéologie. Et vous l'avez dit vous-même encore dans votre intervention liminaire, c'est des projets qui ne sont pas rentables à court terme, voire qui ne le seront jamais, mais qui le sont pour la planète. Or, je pense qu'on doit avoir, quand on est un État comme la France, une puissance, une nation, on doit avoir une capacité de réactivité et de faire face à ce qui peut nous arriver, et notamment à cette guerre commerciale provoquée entre les États-Unis et la Chine, dont on peut faire des frais très chers. Et je vous pose la question, je connais la réponse d'avant, mais je ne peux pas m'empêcher de la poser. Est-ce que vous ne pensez pas que pour un temps donné, je dis bien un temps donné, on ne pourrait pas prendre ensemble la décision de consacrer une partie des aides liées à la décarbonation? Parce qu'il faut quand même qu'on fasse attention à la situation budgétaire de notre pays. Donc je parle à enveloppe constante, et je ne parle pas d'augmenter les dépenses, je parle à enveloppe constante. Parce que, bien évidemment, le projet de loi de finances va arriver. Je vous fais une toute petite parenthèse en vous disant que nous serons particulièrement veillants, enfin en tout cas de mon côté et de certains de mes collègues, à ce que les entreprises ne fassent pas à nouveau les frais de la situation financière du pays. Donc pour moi, ça sera une ligne rouge, je le dis en passant. Mais qu'à enveloppe constante,
on reporte une partie de ces aides à la décarbonation, qui pour moi sur une partie est idéologique, sur une recherche beaucoup plus importante et réactive de compétitivité, de réindustrialisation et de renforcer et soutenir nos entreprises face à cette guerre commerciale. Ça, c'était ma deuxième question. Et puis, quelques petites questions. Je suis totalement d'accord avec vous au vu des auditions qu'on a pu réaliser jusqu'à maintenant avec le rapporteur et les membres de la commission d'enquête, sur le fait qu'aucune aide n'est versée sans avoir été montée de façon très stricte, sans avoir été montée selon des critères très stricts sur le contrôle de pièces, sur les contrôles derrière d'utilisation de l'argent public. Là-dessus, il n'y a même aucun souci. Les contrôles sont faits, les contrôles sont efficaces, aucun problème. Par contre, quand vous parlez d'évaluation, dans aucun dispositif, je généralise, mais je ne suis pas loin de la vérité, dans quasiment aucun dispositif d'aide, d'accompagnement des entreprises, on y retrouve des critères futurs d'évaluation. Aucun. Et aucun dispositif, alors vous nous expliquez qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui sont évalués, mais je me demande qui fait l'évaluation et pour qui elle est faite, parce que quand je pose la question aux entreprises qu'on a ici auditionnées, qu'elles soient publiques ou privées, si à un moment ou un autre de leur existence, ils ont été contactés, sollicités pour faire l'objet et ne serait-ce que sondés pour l'évaluation de dispositifs d'accompagnement, d'aide et d'utilisation d'argent public dont ils ont pu bénéficier, la réponse est unanime, jamais. Donc j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut évaluer des dispositifs sans se tourner vers les bénéficiaires du fameux dispositif. Et puis je vous le dis, moi en tant que parlementaire, mais mes collègues pourraient dire la même chose. Quand vous dites à un moment que suite aux évaluations, il y a eu un rééquilibrage, un recadrage du CIR, mais le CIR, mais on peut parler aussi de l'aide à l'apprentissage, qui a été recadré aussi, remodifié dernièrement lors du projet de loi de finances 2025. Ça n'a jamais été fait sur les résultats d'un process d'évaluation. Absolument pas. Ben, sinon, on serait au courant, on l'aurait au moins eu. Et ça nous dit, moi je vous le dis franchement, ça nous aurait permis d'avoir des indicateurs, des critères qui nous permettent à nous, parlementaires, de savoir où aller modifier les choses, et notamment pour essayer de diminuer la dépense sur l'accompagnement à l'apprentissage ou sur le CIR. Sauf que ça n'a été tout simplement qu'au doigt mouillé un coup de rabot. Mais jamais ça n'a été fait sur des critères d'évaluation. Mes collègues pourront en témoigner, jamais on nous a apporté des dossiers d'évaluation des dispositifs qui nous disent là ça fonctionne moins bien, et les entreprises elles-mêmes ne sont pas sollicitées. Voilà. Je crois que j'en ai terminé sur les questions que je vais vous poser. J'aurai deux toutes petites questions, mais 5 minutes avant la fin de l'audition, parce qu'on n'est pas forcément sur les aides publiques, mais elles sont assez interpellantes en ce moment. Donc je vous laisse répondre et après je donnerai la parole à notre rapporteur. Merci, Monsieur le Ministre. Bien, merci, Monsieur le Président. Sur le rapport de l'audition d'Olivier Guersan, je n'ai peut-être pas bien compris, mais je vois une contradiction entre l'idée de réserver les aides à des dossiers qui en ont besoin pour être rentables et l'idée de mettre une aide de même niveau que celle qui serait proposée par un pays concurrent, les États-Unis ou la Chine. Et en réalité, c'est cette contradiction que je relève dans ce rapport que vous faites de cette audition, qui est au cœur... Alors, pardonnez-moi, Monsieur le Ministre, ce que je dis là, ça a été clairement dit, re-questionné. Il y avait un moment, je lui ai dit, mais oui, si vous n'adressez des subventions qu'aux dossiers qui en ont besoin pour être rentables, ça veut dire que vous accompagnez les canards boiteux. Parce que sur le coup, ça m'a choqué un peu. Et après, je me suis dit, mais finalement, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on va aider des dossiers qui sont rentables sans les subventions? On met de l'argent par la fenêtre. Ils ont raison. J'ai bien compris et je fais toute confiance dans le rapport que vous faites. Et donc, il me semble que mais je crois qu'on est d'accord, la contradiction, c'est peut-être dans ce qu'a dit Olivier Guersan, mais c'est le cœur de la difficulté actuelle. Nous sommes, vous l'avez dit dans votre propos introductif, dans une concurrence planétaire avec des empires économiques qui utilisent la subvention d'État de façon massive. C'est la politique industrielle en Asie en général, en Chine en particulier, que nous connaissons. Et c'est sous le mandat du président Biden, l'IRA, l'Inflation Reduction Act, pardon,
c'est l'acronyme américain, qui en fait est une aide massive aux entreprises. Et donc la réalité macroéconomique, c'est que si nous voulons éviter que toutes nos industries, toutes nos usines partent aux États-Unis et en Chine, nous devons donner aux entreprises des systèmes équivalents et conformes à nos règles et à nos lois. Raison pour laquelle le crédit impôt recherche et d'autres aides bénéficient à des entreprises qui sont rentables. Parce que même si elles sont rentables, s'il n'y avait pas ces aides, ils iraient faire leurs usines aux États-Unis. Et je trouve qu'ils en font déjà assez comme ça aux États-Unis ou ailleurs. Enfin, j'ai pas donc, c'est là où ces aides, elles ont un double rôle. Elles ont un rôle dans la compétition. Je parlais surtout des aides à l'installation, à la création d'usines. Voilà, je limitais à ça. Mais le même raisonnement prévaut. Le même raisonnement prévaut. Et donc, on est évidemment extrêmement attentif à attirer les entreprises et les usines sur nos territoires. Alors, sur les propos que j'ai tenus sur la transformation écologique, la rentabilité, votre proposition de mettre la décarbonation et la transformation écologique entre parenthèses en attendant que. Il y a une autre façon... Une partie, mais il y a une autre façon de dire, de décrire ce que j'ai voulu dire sur la transformation écologique, c'est les propos de l'économiste Patrick Artus, qui observe, comme nous observons tous, que la trajectoire de réchauffement climatique actuelle est destructrice et se traduirait soit selon le réseau des banques centrales des pays développés, soit selon les réassureurs suisses, par une destruction de PIB de l'ordre de 20%. Et quand on voit combien c'est difficile de gérer un pays quand la croissance est de 1%, quand la décroissance est de 20%, je ne sais pas comment on fait. Et donc, le meilleur investissement qu'on puisse faire pour une raison économique, avant même de penser à la survie de nos enfants, ce qui est quand même un sujet qui est important, c'est bien l'investissement dans la décarbonation, parce que sans cela, et ça se joue d'ici à 2050. Sans cela, le pays deviendra invivable et le coût de protection du pays contre le réchauffement qui aura lieu, en plus nous sommes dans un pays particulièrement exposé à cela, pour des raisons climatiques que vous connaissez, ne sera pas supportable pour les finances publiques. Et il est vrai, vous le dites vous-même, qu'une partie de ces investissements, qui sont indispensables pour que les conditions de vie en France et sur la planète soient soutenables, n'a pas de rentabilité économique immédiate. C'est ce que j'ai voulu dire en disant que ces investissements qui étaient nécessaires, effectivement, allaient peser sur la rentabilité du capital. Et on le voit bien, puisqu'une bonne partie est financée par l'État, que ce soit la rénovation thermique des bâtiments, qui apporte d'ailleurs quand même plus de confort, mais enfin ne change pas la nature des bâtiments, que ce soit le passage de transport en transport collectif et électrique, que ce soit la décarbonation de l'industrie. Tout cela coûte et il me semble qu'il faut qu'on fasse les deux. Mais pour avoir passé 6 heures aujourd'hui avec les Chinois, d'abord maintenant ils le revendiquent parce que ça devient un élément distinctif dans le débat international, mais l'évolution du mix énergétique chinois est extrêmement rapide, parce qu'en plus ils étaient les premières victimes de leurs usines de charbon, de leurs mines de charbon. Il suffit d'aller passer 2 jours à Pékin pour s'en rendre compte. Et donc ils sont en train, et maintenant ils le revendiquent, ils ont fait une fierté, comme nous les Européens, de décarboner très vite leur économie. Et quant aux Américains, il y a la politique nationale, et puis il y a ce qu'ils font, et qui est plus nuancé. Donc, je n'ai pas indiqué cela comme un objectif de politique économique. Je souhaite que nos entreprises soient le plus rentables possible, mais qu'un objectif de politique publique qui me paraît nécessaire. Et raison pour laquelle, d'ailleurs, puisque vous faites référence au projet de loi de finances que nous allons présenter, nous ne voulons pas augmenter les charges des entreprises, nous ne voulons pas augmenter les impôts qui pèsent sur les entreprises. Je le dis de façon répétée lors des questions au gouvernement et lors de mes interventions. Et même si nous trouvons les moyens dans le projet de loi de finances pour alléger les charges et les impôts qui pèsent sur les entreprises, nous le ferons, parce que nous avons besoin d'entreprises vigoureuses. C'est le premier levier de développement économique, d'emploi, de croissance, et là-dessus, je n'ai aucun doute. Dernier point, enfin, j'espère être suffisamment complet sans être trop long, sur les évaluations. Je suis surpris quand vous dites que les bénéficiaires ne sont pas évalués, parce que il y a au moins 3 rapports de l'Inspection générale des finances sur le crédit impôt recherche que nous avons lus avant de le recalibrer. Il y a des rapports de la Cour des comptes.
Comme je l'ai indiqué, sur le crédit impôt recherche, sur 15 000 bénéficiaires, il y a 1000 entreprises qui font l'objet chaque année de vérifications sur place. Il y a des vérifications qui sont faites sur pièce par les comités d'évaluation. Monsieur le ministre, j'ai été 100% d'accord avec vous sur le contrôle. Je vous parle d'évaluation, ce n'est pas la même chose. L'efficacité du dispositif, ce n'est pas la même chose. L'efficience du dispositif et le contrôle. Le contrôle, il est fait. Là-dessus, avec le rapporteur, on n'a pas de souci avec les membres de la commission. Je vous parle d'évaluation. Savoir si un dispositif, on doit le continuer, l'augmenter, le supprimer ou le diminuer. Là-dessus, on n'a quasiment, pour ainsi dire, pas d'indicateur, mais c'est normal puisque les bénéficiaires ne sont pas évalués non plus. Il me semble que les rapports dont je parle produisent... Comme dit mon collègue Daniel Fargeot, déjà ça commence aux études d'impact. Les études d'impact, elles sont quasiment tout le temps inexistantes, si ce n'est quasiment vide. Donc forcément, ça commence déjà là. Bon, je vais donner la parole au rapporteur. Décidément, nous ne serons pas d'accord sur ce report. Vous savez, les entreprises aujourd'hui, ce qu'elles demandent, ce n'est pas des aides. Ce n'est même pas une diminution de l'impôt sur les sociétés. Parce que l'impôt sur les sociétés, c'est un impôt sur des résultats. Donc, elles sont contentes de faire des résultats, elles payent les impôts dessus. Ce qu'elles demandent, c'est une baisse des impôts de production et une baisse du coût du travail, des cotisations. On peut ne pas être d'accord avec le rapporteur sur le sujet, mais c'est que ça. Si demain, vous enlevez toutes les aides et que vous baissez d'autant le coût du travail et les impôts de production, je pense que les entreprises sont satisfaites. Mais seulement les aides aujourd'hui, elles correspondent notamment à une vraie idéologie du côté politique. Mais je ne vais pas aller plus loin. Je vais donner la parole à notre rapporteur qui a, à mon avis, un certain nombre de questions à vous poser aussi. Mais je continuerai le débat avec vous avec plaisir lors de l'examen de la loi de finances. Avec plaisir à l'occasion. Mais pour le moment, les dépenses publiques, c'est 57% du PIB. Donc il faut quand même qu'on trouve une façon de les réduire en pourcentage du PIB. Nous y travaillons, et de les financer. Bon. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Bon, ben moi, je suis ravi de pouvoir échanger avec vous, Monsieur le Ministre, parce qu'on vous entend peu ou pas sur un certain nombre de sujets, notamment de sujets industriels. Donc, on va avoir l'occasion d'y revenir. Je suis assez intéressé par votre introduction. On n'a pas entendu la même chose et de la part des chefs d'entreprise, et de la part des syndicats, et de la part des économistes, et de la part de l'administration, et de la part de 2 anciens ministres de l'économie et des finances qui sont vos prédécesseurs, un de gauche, Arnaud Montebourg, et un de droite, Bruno Le Maire. Et donc ça m'intéresse d'échanger avec vous sur un certain nombre de sujets. Le premier, c'est la question de l'évaluation de qu'est-ce qu'on compte comme aide publique. Vous nous dites, si je vous écoute, tout est sous contrôle, tout a des critères, tout va bien. Bon, grosso modo, il n'y a quasiment aucune question à se poser. Le problème, c'est que lorsque on a démarré cette commission d'enquête, on a fait l'ensemble des services de l'administration, la vôtre. Et personne n'est d'accord sur le montant. Déjà, rien que se mettre d'accord sur le montant. Quand on interroge l'INSEE, elle nous dit 70 milliards. Lorsqu'on interroge des économistes, ils peuvent varier, suivant s'ils sont des libéraux ou des progressistes, entre 150 à 250. Lorsqu'on interroge l'IGF, elle nous dit, elle, le chiffre de 170, et vous prenez le chiffre de 150. Si on prend les dépenses fiscales, le budget, les exonérations, donc rien qu'entre le ministère et l'IGF, il y a 20 milliards d'écart. Et d'ailleurs, M. Auberger nous dit même, si on prend l'ensemble des dispositifs qui y vont verser aux ménages et qu'ils sont en fait distribués directement à l'entreprise, si on prend par exemple les aides pour rénover les logements, c'est aux alentours de 220 à 250. Mais y compris vous, vous êtes en désaccord avec le président de la République, puisqu'il est passé mardi à la télévision,
parle pas de ce que j'ai pensé des 3 heures de débat du président de la République. Mais à un moment donné, il a affiché un très joli tableau pour 1 000 € de dépenses publiques. Vous vous rappelez de ce tableau? Bon. Et il y a une petite case comme ça. Ces 59 € sur les 1000 vont au soutien à l'entreprise. Donc, c'est 1 670 milliards de dépenses publiques. Donc, si on fait le ratio, le président de la République a affirmé devant les Françaises et les Français que le soutien aux entreprises, c'était 98 milliards d'euros. Et vous affirmez ici que c'est 150 milliards d'euros, et sous serment. Donc, je me dis que j'ai plutôt envie de vous croire. Donc, imaginez, dans la même semaine, le président de la République va devant les Françaises et les Français, avec un tableau pas réalisé par TF1. Parce que j'ai interpellé TF1, ils ont dit non, non, non. C'est un tableau amené par le président de la République et que nous avons donc diffusé à l'antenne. Nous dit donc que le soutien, c'est 98 milliards d'euros. Vous nous dites 150 aujourd'hui. Votre administration dit entre 70 et 250. Donc, ma première question, Monsieur le Ministre, c'est comment arriver à se donner une même règle pour évaluer, non pas l'efficacité ou l'efficience des aides publiques, mais à minima, de se mettre d'accord sur le même chiffre pour qu'on ait un débat sincère entre l'exécutif et le pouvoir législatif. Alors, je suis sûrement le plus mal placé pour arbitrer ce débat en séance. Je peux vous confirmer que les chiffres que je vous ai donnés, je pense que, d'abord, je ne doute de la parole de personne. Je pense que sur ce sujet, on a une question de définition. Par exemple, quand vous dites les aides aux ménages qui transitent par les entreprises, moi je considère que c'est une aide aux ménages, ce n'est pas une aide aux entreprises. J'ai été très clair sur le fait qu'il y avait bien 80 milliards d'allègements généraux que nous connaissons bien, qui sont bien connus. Il y a 40 milliards de mesures fiscales, 30 milliards de mesures budgétaires, donc j'arrive à 150. Après, si on prend une partie de ce montant, eh bien, on arrive à des chiffres moindres. Je comprends que le président de la République a peut-être pris les allègements généraux dans ce tableau, qui vient peut-être même de mes services, mais il faut qu'on recolle. S'il a retranché les exonérations fiscales, ça aurait dû être 70 milliards. Je ne sais pas comment il est arrivé à trouver 98 milliards. Oui, mais dans le tableau du président de la République, je pense que c'est la dépense publique. Je ne sais pas si la dépense fiscale est comprise dans la dépense publique. Si la dépense fiscale n'est pas comprise ni les exonérations, il aurait dû dire que c'était 30 milliards, comme vous l'affirmez là. Non, mais j'essaie de comprendre. Hein. Oui, franchement, c'est assez habituel ce type de débat. Il faut regarder dans le détail quelles sont les catégories dont on parle. Et selon la définition des catégories, c'est logique qu'on arrive à des chiffres différents. Moi, je ne mets pas en cause ni les uns ni les autres. Voilà, je suis venu avec des chiffres on a vérifié avec les services de Bercy et que je vous présente sous serment en vous disant ce que ça représente. De la comparaison avec telle ou telle autre chose. Bon, moi, je veux redire que je ne partage pas votre avis, et le président Rietmann en a parlé aussi, sur la question de l'évaluation. L'impact... Je n'ai pas parlé d'évaluation encore. Je vais en venir. J'avais cru... Non, moi, je vous ai interrogé. Vous ne connaissez pas mon avis parce que je ne vous l'ai pas encore donné. Je vous interrogeais simplement sur le fait que quand on interroge et l'administration et des économistes et des ministres et le président de la République, personne ne donne le même chiffre. Ce qui, vous comprendrez, est un peu surprenant. C'était juste ma première question. Je ne vous ai pas encore donné mon avis sur les questions d'évaluation. Je vais le faire, mais il va venir. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Donc vous comprendrez mon étonnement. D'abord, bon. La deuxième chose, c'est que je veux remercier votre cabinet, l'administration centrale qui nous a fourni un certain nombre d'éléments au président, à moi-même, à l'administration, mais il en manque beaucoup, pas parce qu'en réalité il y a une mauvaise volonté, je le dis et je l'affirme, pas du tout. Et d'ailleurs, je remercie à nouveau une de vos collaboratrices qui est ici présente, on s'est échangé régulièrement, c'est que pour l'instant, il manque de données. C'est-à-dire qu'on n'a pas, l'administration ne possède pas un certain nombre de données pour nous les donner, ce qui montre
que, si vous voulez, le suivi est difficile à faire. Bon. La deuxième chose, je vais vous donner, je vais vous passer un extrait de votre ministre délégué, qu'on était en débat le mois dernier sur la question des fraudes aux entreprises, et il y a eu un dialogue assez intéressant sur le crédit d'impôt. C'était un amendement d'un collègue socialiste sur une volonté d'un crédit d'impôt, de créer un crédit d'impôt. Le rapporteur a donné un avis négatif, ce qui est son droit. Et puis la ministre a répondu. C'est juste pour vous donner un exemple de le débat que nous pouvons avoir. Bon, c'est pas grave. Je reprends la parole. Vous allez voir, c'est assez édifiant ce qu'elle dit. Elle dit que le crédit d'impôt, bon, je vais dire ce qu'elle dit, on m'excusera si ce n'est pas au mot près, mais de mémoire. Elle dit qu'elle n'était pas d'accord avec la création d'un nouveau crédit d'impôt, ce qui était le droit tout à fait du gouvernement, surtout dans le contexte budgétaire dans lequel on est. Mais elle dit en plus, on n'est pas favorable au crédit d'impôt parce que c'est mal suivi, mal évalué en général, et ça crée des effets d'aubaine. Donc ma question était, est-ce que c'est la position aujourd'hui du gouvernement sur l'ensemble des crédits d'impôt, le fait qu'ils soient mal suivis, mal évalués, et qu'ils créent des effets d'aubaine? On passera l'extrait... Comme ça, on ne pourra pas dire que j'ai amputé les propos de Madame la ministre. C'est-à-dire que là, je ne sais pas quel est l'objet dont parlait la ministre. Je vous fais toute confiance pour rapporter son propos, monsieur le sénateur. Ça, je n'ai aucun doute sur votre bonne foi. Et donc, je peux imaginer que la ministre... Alors, vous avez reconnu, qui est Clara Chapa, qui est effectivement ministre du Digital et de l'Intelligence artificielle, parlait du secteur et de l'objet dont on parlait. La position du gouvernement, c'est bien que les crédits d'impôt, comme le crédit d'impôt recherche et les autres crédits d'impôt dont on parle ici, sont bien efficaces et utiles. Sinon, on aurait 150 milliards d'économies sous le pied qu'on saisirait volontiers, parce que comme c'est le montant du déficit budgétaire, ça nous réglerait notre problème de déficit dans la seconde. Nous paraît être un outil inadapté face au contexte actuel. Le contexte budgétaire, je crois que vous le connaissez. Nous avons tous passé un temps conséquent à trouver des solutions à ce contexte et il ne nous paraît pas opportun d'introduire un... Pas bien grave. Juste pour repréciser, je reprécise, elle a dit non au crédit d'impôt qui était proposé par notre collègue socialiste, mais elle a parlé du crédit d'impôt en général. Voilà. Bon, j'en viens parce que une des questions qui est revenue souvent dans nos auditions, c'est la question de la transparence. Et nous voudrions, avec la Commission, avoir l'avis, votre avis et donc l'avis du gouvernement. Je dois vous avouer, à titre personnel, ma très grande surprise, qu'une trentaine de PDG, pas les moindres, je ne vais pas en citer un parce que ça ferait... voilà, mais on a eu des PDG de très grandes filières, de très grandes entreprises, plutôt du CAC 40, qui font de la politique, et pour moi ce n'est pas un gros mot, un vilain mot, c'est-à-dire interviennent généralement dans le débat public pour dire un certain nombre de recommandations qu'ils préconisent. Donc c'est des industriels qui comptent. Ils sont tous venus et ils ont tous joué le jeu de la transparence pour la première fois. Chaque entreprise qui est venue a dit, voilà, on touche telle et telle aide, de tel et tel dispositif et le montant. Voilà. Tous.
Je n'ai pas sondé le cœur et les âmes de chacun et de chacune. Je ne sais pas s'ils l'ont fait de bonne volonté, mais ils l'ont fait. Et toutes et tous ont dit qu'ils étaient favorables à la transparence. Par contre, à l'inverse, comme on avait fait l'administration avant, alors là, on a senti beaucoup plus de réticence. Ce que vous avez évoqué à la fin, secret des affaires, secret fiscal, attention à la compétitivité internationale. Et j'ai été assez surpris que deux de vos prédécesseurs, que j'ai cités tout à l'heure, bon, M. Montebourg s'est déclaré favorable, ça ne me surprendra pas, et même Bruno Le Maire a dit qu'il n'y avait que les imbéciles qui ne changeaient pas d'avis, et que face aux difficultés dans lesquelles nous nous trouvions, pour recréer de la confiance, il fallait aujourd'hui de la transparence des aides publiques. Alors, bien commenté, pour avoir un débat d'intérêt général et d'intérêt public. Parce que je trouve que notre commission est d'intérêt général et d'intérêt public. Elle est assez suivie. Un certain nombre de salariés nous écrivent, au président, à moi, à des membres de la commission, nous disant, voilà, tant mieux, ça fait des années que je travaille dans cette entreprise, beaucoup de gens aussi. Plutôt un débat, tout le monde nous reconnaît, de qualité, argumenté, posé. Donc, est-ce que vous y êtes favorable? Et pour compléter, les entreprises nous ont dit en général qu'elles ne souhaitaient pas que ça vienne d'elles, c'est-à-dire de leur rajouter une charge supplémentaire. Faire un CSRD, voilà, mais elles préféraient et elles veulent que ça soit fait par l'administration qui rentrait un tableau, qui dirait voilà, des 2200 dispositifs, les montants, si un jour on arrive à se mettre d'accord sur le montant, et qu'on trouve l'écart entre vous et le président de la République, et entre l'INSEE et puis les économistes, et qu'on puisse rendre ce tableau. Donc est-ce que vous, personnellement, et donc votre position est celle du gouvernement, êtes favorable à la transparence des aides publiques? Alors, j'avais le sentiment que ce sujet faisait l'objet de transparence, parce que, étant souvent interrogé aux questions gouvernement, soit dans cette assemblée, soit dans l'assemblée voisine, vous-même ou vos collègues, souvent dites sur un sujet de sidérurgie qui nous occupe en ce moment, telle aide a été promise. Alors le chiffre de 295, pardon de vous couper, hein. Le chiffre de 295 millions en 2023, qui a été repris par tout le monde, et je pense que nous nous en réjouissons, c'est la commission d'enquête qui l'a révélé. Parce que pour la première fois, ArcelorMittal France a dit combien il avait touché. Avant cela, c'était des estimations, des extrapolations des uns et des autres. Je vois que le chiffre est repris partout, et c'est tant mieux, mais c'est à mettre au crédit de la commission. Avant cela, personne n'en savait rien. Donc, je rajouterai juste un point, si vous me permettez, Monsieur le Ministre. À titre d'exemple, j'ai commis il y a quelques années, il y a 2 ans, un rapport sur la transmission d'entreprise. Et un point qui porte mon attention toute particulière, c'est le pacte Dutreil, régulièrement attaqué, etc., et qui est un élément essentiel de notre économie. Quand j'ai demandé à l'administration l'avis sur Dutreil, on m'a dit oh, c'est les grandes entreprises. Mais j'ai dit, vous savez qui fait du Dutreil? Vous savez combien de Dutreil se font? Pour quel montant? Jamais de réponse. Je me tourne vers mon... À l'époque, il a changé depuis, mais les choses sont les mêmes. Directeur départemental des finances publiques. Je dis, monsieur le directeur, est-ce que vous avez un tableau de bord qui puisse me dire, sur le département de la Haute-Saône, dont je suis sénateur, combien de Dutreil se font sur notre département? Pour quel montant, etc. J'ai beau chercher, je ne trouve pas, qui m'a dit. Et c'est pareil pour les aides. Et c'est pas... Alors, on a un vrai problème de transparence de par l'administration. Soyons clairs, moi je suis tout à fait favorable à la transparence des aides. D'ailleurs, sur un certain nombre d'entreprises, mais je pense que vous avez eu les réponses, mais on vous doit les réponses. Vous êtes le Sénat de la République. À une exception près, mais je l'évoquais dans mon introduction, c'est le secret fiscal qui est opposé. Moi je n'ai pas accès, si je demande à la direction des finances publiques quelle aide fiscale ou même l'impôt payé par telle entreprise et comment, je n'y ai pas accès, ce qui est d'ailleurs assez normal, puisque je suis avant tout un responsable politique, et donc c'est des choses qui, dans le fonctionnement du ministère des Finances, qui d'ailleurs en revanche sont accessibles à vos collègues de la Commission des Finances. Je ne demandais pas nominativement, je demandais globalement combien de Dutreil, combien ça
Ah, mais moi je pense que c'est des informations qui sont indispensables, bien sûr. Bah oui, mais sauf qu'on n'arrive pas à les avoir. Je prends votre point sur le Ducreil pour dans la préparation du projet de loi de finances. Sauf qu'aujourd'hui, c'est la grande opacité. Y compris, je vais le dire, un certain nombre de PDG nous l'ont avoué plutôt de façon humble. Je peux reprendre M. Pinault, puisque c'est un des derniers que nous avons fait. Il a dit « Je vous remercie d'ailleurs de m'accueillir. Ça nous a donné l'occasion de faire le travail, parce que nous-mêmes, nous ne savions pas. » Et je dois t'avouer qu'il n'a pas été le seul. Je le cite lui, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, puisque un certain nombre nous ont dit ça, que sur le montant des exonérations, par exemple, ils n'en savaient pas. Sur des subventions directes, ils ne s'en rappelaient pas ou ils ne connaissaient pas le montant exact. Sur le crédit d'impôt recherche, non plus ou vaguement, vous voyez. Donc, y compris les entreprises, l'administration un peu complexe. Bon, je dois vous avouer, donc vous êtes d'accord qu'on fasse la transparence? On n'a pas parlé du secret fiscal et du montant des impôts. Ça, y compris, d'ailleurs, un certain nombre de chefs d'entreprise. Bon, soit ils en payent, et ils sont très fiers de le dire. Ça a été un peu plus complexe pour ceux qui n'en payaient pas. Ça, je dois vous avouer. Ah, il y avait un peu moins de fierté à dire je touche X millions d'euros d'impôts, je verse X millions ou milliards de dividendes et je paie 0% d'impôts. Ça, j'en reviendrai sur un cas extrêmement précis dont d'ailleurs l'État est actionnaire. Mais pour le coup, celles et ceux qui payent de l'impôt ont été extrêmement fiers. Mais nous, on ne demande pas que de lever le secret fiscal de toutes les entreprises. Oui, c'est l'argent public. Moi, je suis favorable à la transparence sur les aides. Voilà. Mais pas aux aides, y compris quand l'aide est fiscale, c'est-à-dire c'est une baisse. Bon, mais je ne suis pas favorable à la transparence sur les aspects fiscaux. Alors nous, je ne sais pas de quelle commission d'enquête vous parlez, mais alors la nôtre n'a jamais demandé la levée du secret fiscal. On parlait à la fois d'impôts. On peut avoir un autre débat, mais pas du tout. Je ne vous ai jamais parlé de ça. Pas jamais. Okay. Je ne sais pas qui a parlé de ça, comme il n'y a que moi qui ai le micro, mais je n'ai jamais demandé la levée du secret fiscal. C'est le verrou de Bercy. Dans notre contexte, on peut avoir le débat, Monsieur le Ministre, mais ici, en tant que rapporteur et le Président, et puis on a toujours parlé de l'argent public donné aux entreprises et la question de la transparence sur cette question-là et d'un tableau tenu par l'administration. On aura des recommandations à faire en présence, mais vous y êtes plutôt favorable. Oui, bien sûr. Donc, comme vos deux prédécesseurs, qui parfois ont été opposés lorsqu'ils étaient en responsabilité. Donc, c'est un avis du gouvernement. On peut le prendre tel quel. Donc, des recommandations qu'on pourrait vous faire en ce sens seraient plutôt bien accueillies ou accueillies favorablement, au même titre que les PDG. D'accord. J'en viens maintenant peut-être sur le crédit d'impôt recherche. Là aussi, je crois qu'ici, vous trouverez que des sénatrices et des sénateurs qui sont convaincus qu'il faut avoir de la recherche et développement en France, qui connaissent l'importance du crédit d'impôt recherche. Je vous invite, comme je l'ai fait, comme j'ai eu la grande chance de le faire, de passer un peu de temps avec l'administration fiscale qui fait les contrôles, pas le chef du bureau qui vous remet des rapports régulièrement, non, ceux qui font les contrôles. C'était une discussion passionnante. Vous verrez que c'est un peu plus complexe, ce que je peux comprendre dans votre position, que finalement tout est bien contrôlé. Mais il y a un contrôle fiscal, et d'ailleurs il faut féliciter les agents qui le font, mais ils ont posé des certain nombre de difficultés. Plus on montait dans les grandes entreprises, plus c'est des centaines de liasses, c'est difficile évidemment à trier. Ils doivent faire des choix, mais ils le font. Moi, je veux vous parler d'une entreprise qui s'appelle Sanofi. Sanofi a touché 1 milliard de crédits d'impôt recherche, sans parler des autres dispositifs, dont on nous dit le crédit d'impôt recherche doit favoriser l'emploi et la recherche en France. On est d'accord, Monsieur le Ministre, sur cette question. Mais dans le même temps, en 10 ans, le nombre d'emplois a diminué. Alors, ils ont contesté pendant l'audition, ils m'ont même dit qu'ils avaient progressé. Comme il y a eu 4 PSE en 10 ans, 2014, 2019, 2021 et 2023, je leur ai dit qu'on ne faisait pas des PSE pour trier des fraises, hein, c'est en général pour supprimer des emplois. Moi, j'affirme que ces 3500, eux, nous ont écrit un courrier pour dire qu'effectivement, ils ne contestaient pas le fait qu'il y ait une diminution, mais contester le chiffre, mais ils annoncent eux-mêmes 1000 suppressions d'emplois. Donc pour ne pas être trop, je ne sais pas comment dire, mais
allez, je vais prendre leurs chiffres. Donc 1000 suppressions d'emplois et 1 milliard de crédit d'impôt recherche. Et la même entreprise vient de vendre le Doliprane à un fonds américain, va fermer ou vendre le site d'Amélie, la Spégic et le Caspégic, et vient d'annoncer hier 20 milliards d'investissements aux États-Unis, alors que le président de la République a appelé à un patriotisme économique et au gel des investissements aux États-Unis. Donc, comment, je prends cet exemple, mais parce qu'il est le criant et que c'est un des principaux bénéficiaires du crédit d'impôt recherche. Est-ce que nous pensons normal, je crois, moi, je vais parler à ma personne, qu'on donne du crédit d'impôt recherche, mais au minimum que ça maintienne l'emploi, minimum. Est-ce qu'on trouve normal que ça en détruise? La deuxième chose, c'est comment on vérifie l'efficacité, c'est que ça marche. Alors bien sûr, on fait de la recherche, il ne faut pas dire toujours que ça marche. Mais par exemple, si on doit vérifier l'efficacité de Sanofi, par exemple, je prends la crise Covid, qui a été une des crises majeures, ça a été quasiment les derniers à trouver un vaccin, même après les Russes, les Cubains qui vivent sous blocus et tant d'autres. Donc, vous voyez que c'est un peu complexe. Donc, comment vous analysez ça? Et comment vous vivez le fait qu'une entreprise telle que Sanofi, qui bénéficie de beaucoup d'autres dispositifs en plus, annonce 20 milliards d'investissements aux États-Unis alors qu'il continue à détruire de l'emploi et ferme des sites en France? Je l'ai dit en introduction, évidemment, on n'aime pas, on déteste même quand une entreprise supprime des emplois. Mais on est dans des entreprises qui sont dans une compétition internationale, qui gèrent leurs affaires selon les lois de la République. Et si on met des conditionnalités sur le maintien de l'emploi, effectivement, les entreprises ne demanderont pas le crédit d'impôt recherche, mais ne créeront pas les usines en France, parce qu'on sait très bien qu'il y a des phases du cycle où une entreprise peut décider, alors ça peut être contestable, mais c'est la liberté d'entreprendre, malheureusement, de réduire les effectifs. Les aides dont a bénéficié Sanofi sont effectivement importantes. La liste, elle est connue. Il y a notamment sur l'aide à l'innovation et au développement, hors crédit d'impôt recherche, pour le coup, qui est tenu par le secret fiscal dans les règles actuelles de la République, donc elles s'imposent évidemment moins. Ces aides, elles sont proches de 600 millions d'euros. Elles ont bien permis de faire les études, les recherches ou les investissements qui étaient prévus. Donc, oui, j'entends qu'il soit choquant pour l'opinion publique, pour les responsables politiques, que malgré ces aides qui, encore une fois, ont été utilisées pour faire de la recherche et pour aboutir à des nouvelles productions, et d'ailleurs à des investissements en France. Sanofi continue à investir en France. C'est très, très compliqué d'accepter que des décisions de ce type soient prises. Sur l'investissement aux États-Unis, d'abord, c'est aussi la liberté d'entreprendre. On a demandé aux entreprises effectivement d'être patriotiques et de retarder autant que faire possible dans la période de négociation avec les États-Unis des décisions d'engagement et de continuer à investir en France. D'ailleurs, pour prendre un autre cas dont on parle en ce moment, qui est ArcelorMittal, la confirmation d'investissement à Dunkerque a été faite aujourd'hui. Et donc là, on est bien dans un comportement vertueux. Sur le sujet des investissements dans le secteur de la pharmacie, on voit bien qu'on a une relocalisation des chaînes de production. Elle est à la fois regrettable, mais... Non, mais les relocalisations continuent continent par continent. C'est le débat que j'ai eu avec nos partenaires chinois tout à l'heure, à qui je tenais le rôle inverse, en leur disant, mais faites fabriquer en Europe les objets que vous exportez de Chine pour créer l'emploi en Europe. Et les Américains sont en train de tenir le même discours. Et donc, je le constate comme vous, je le regrette comme vous. Et c'est bien pour cela que nous avons une politique, et vous avez observé que ce matin, on a publié l'attractivité française pour la 6e année
consécutive, on est le pays le plus attractif d'Europe, parce qu'il faut que nous aussi, on joue ce... Attention, Monsieur le Ministre, vous jouez avec le feu, parce que tous les feux rouges sont allumés, on est en chute partout quand même. On est toujours le plus attractif, mais en chute partout sur tous les critères. Donc vous n'allez pas pouvoir vous en vanter encore longtemps, malheureusement. Oh, je ne me vante de rien, je constate que c'est une bonne nouvelle pour le pays, et dans un pays qui est parfois un peu déprimé. Il faut regarder derrière, Monsieur le Ministre. Je regarde devant. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il est temps de réagir, Monsieur le Ministre. C'est pour ça que nous avons une politique économique sur laquelle vous n'êtes pas forcément d'accord l'un avec l'autre, mais où nous souhaitons continuer à ne pas augmenter les impôts des entreprises, ne pas augmenter les charges pour rester attractifs. Pour que précisément nous soyons vainqueurs de cette bataille pour les usines. Et effectivement, j'aurais préféré que ces investissements aient lieu en France, et c'est à ça que nous travaillons. Ouais. Alors je reprends, parce que moi je parle de Sanofi, bon, là on mêle l'attractivité, plein de choses, c'est un débat très intéressant, on va y revenir. Moi je reparle de Sanofi, puisqu'on me dit, elle peut avoir, je reprends vos mots, traverser des difficultés passagères, etc. C'est vrai, une entreprise, ouais. Enfin 1 milliard de cire, détruire de l'emploi au global, détruire de l'emploi recherche, puis 4,4 milliards de versements de dividendes en 10 ans. Je ne parle même pas du rachat d'actions. Vous voyez, à un moment donné, si on est en difficulté, on modère, au moins, on module. Vous voyez, ce n'est pas une proposition révolutionnaire. Par contre, on continue, et pardon, mais la relocalisation de Sanofi, ils sont en train de vendre le site d'Amélie, vous le savez. Pas un mot du gouvernement. J'étais avec eux il y a 15 jours, 300 salariés, ils attendent de savoir ce que vous en pensez. Ils sont dans l'expectative, vous voyez. Il a fallu que sur la suppression de 400 emplois dans le Val-de-Marne, le tribunal, c'est rare, s'y oppose. Vous le savez aussi. Bon. Ils détruisent et ils investissent pas en France, ils investissent 20 milliards aux États-Unis, contrairement à ce que demande le président de la République du patriotisme économique d'attendre. Ils n'attendent pas. Et vous nous dites, non, mais on comprend, peut-être, ça va, on peut traverser des moments difficiles, puis ils sont en train de relocaliser. Je ne sais pas où, hein, sur quel site, parce que moi, je viens de vous citer Val-de-Marne, Amélie, puis j'en ai d'autres difficultés. Par contre, il n'y a aucun salarié qui m'a interpellé pour me dire, c'est super, ils sont en train de relocaliser de l'emploi. Donc, je pose cette question, c'est qu'à un moment donné, l'argent public doit servir au minimum à maintenir l'emploi, voire à le développer. Mais là, globalement, il sert à en détruire, à vendre nos outils, nos productions stratégiques à des fonds américains, je reprends le Doliprane, qui n'a pas ému que le rapporteur communiste, mais un peu au-delà, et qui, en plus, les lourds investissements qui vont se faire sur l'avenir, je ne dis pas que c'est vous avez raison, liberté d'entreprendre, mais liberté aussi, pour nous, de s'interroger, à minima, voire de contrôler un peu l'affaire. 20 milliards d'investissements aux États-Unis, je n'ai pas entendu combien ils allaient investir en France. Aujourd'hui, Sanofi opère 30% de sa production mondiale en France. Non mais, on est dans un monde qui bouge. 30%, alors que c'est la part de leur chiffre d'affaires français est bien moindre. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, la part de leur marge en France, compte tenu de la politique très sage de prix du médicament que nous menons, est bien moindre. Donc effectivement, nous sommes sur cette entreprise dans une situation défensive pour veiller à ce que nous conservions le plus de capacité de production possible en France, alors qu'eux sont soumis à la pression d'autres pays qui leur demandent d'installer des capacités de production dans des endroits où les marges qui sont financées par les pays en question sont plus importantes. Je le constate et je le regrette, mais on peut aussi se demander qu'aurait été la politique de Sanofi si nous n'avions pas mis en place ces aides. Et ça... Non, mais je peux vous le dire parce que... Ah bah, ça aurait été pire, alors. Mais oui. Ah oui. Mais bien sûr. Parce que c'est donc toujours le chantage à l'emploi. Mais pour l'instant, on leur en donne beaucoup. Et ça ne marche pas quand même. Hein. Non, ça n'était pas un chantage. Ça a été des décisions positives qui ont été prises dans le passé et qui ont donné lieu à des investissements et à des développements. Et là, aujourd'hui, c'est par ailleurs une décision négative qui est prise. Nous continuons à travailler avec Sanofi pour veiller à ce que d'autres investissements aient lieu en France dans les années qui viennent. Et ça dépend effectivement de l'attractivité de notre pays et des politiques que nous allons conduire. Monsieur le ministre, une petite question sur le sujet. Je me permets, monsieur le rapporteur.
Comment vous expliquez que, mis à part une entreprise qui nous a dit qu'elle ne payait pas d'impôts sur un certain nombre d'années parce qu'elle ne vendait pas ses produits, les produits, alors qu'elle a été largement subventionnée, qu'elle ne vendait pas ses produits en France, donc elle ne payait pas d'impôts en France, que j'ai beaucoup de mal à comprendre, enfin, ce qui pour moi est complètement antinomique. Pour le reste, une énorme majorité des entreprises, belles entreprises, des grandes entreprises françaises, mais installées sur le monde entier pour la plupart, nous ont expliqué, malgré toutes ces aides qu'on verse, donc c'est pour ça que j'ai un doute aussi sur l'efficacité des aides, toutes nous expliquent que la France, leurs installations françaises, en France, sont quasiment les installations qui génèrent le moins de rentabilité. Et c'est en France qu'ils payent le moins d'impôts, pas parce que c'est là qu'ils sont le moins taxés, parce que c'est là qu'ils gagnent le moins d'argent. Et que, notamment dans les investissements dans la décarbonation, c'est les bénéfices et les marges qu'ils font sur leur activité dans d'autres pays qui leur permettent d'investir dans la décarbonation en France. Énormément d'aides, plutôt attractive jusqu'à maintenant la France, mais c'est un pays où les entreprises gagnent, par rapport à leur situation dans le monde entier, le moins d'argent et sont le moins rentables. Comment vous l'expliquez, Monsieur le Ministre ? Alors, d'une part, il faut se garder des généralités, si je peux me permettre, et donc le rendement de l'impôt sur les sociétés reste tout à fait honorable, ce qui montre bien qu'il y a une matière taxable pour parler... Monsieur le ministre, je ne parle pas d'impôt sur les sociétés. Je parle de la rentabilité des entreprises elles-mêmes intrinsèquement, et c'est leur installation française qui sont les moins rentables. Monsieur le Président, vous m'avez parlé et d'impôts et de rentabilité. Non, mais ce qui donne par conséquence, qui paye le moins d'impôts en France par rapport aux autres pays, parce qu'ils ne sont pas rentables en France. Je me permets de répondre sur les deux points. Donc j'arrive au deuxième point que vous avez évoqué. J'ai bien entendu. L'autre raison, c'est exactement le sujet sur lequel nous nous battons malheureusement depuis 10 ans seulement. C'est que notre pays, depuis 40 ans, et je renvoie à l'excellent livre de mon ami Nicolas Dufourcq, a accepté la désindustrialisation. Nous avons dans le PIB 10% d'industrie, les Allemands c'est 20%. Pourquoi ? Parce que nous avons considéré que l'industrie n'était pas un ressort de puissance et de développement. Nous avons abandonné notre industrie et nous avons mis une politique fiscale et sociale qui rend la rentabilité de l'activité industrielle en France, comme vous le dites, très juste titre, moins compétitive que dans beaucoup d'autres pays, soit parce que l'effort de formation et d'investissement est insuffisant, soit tout simplement parce que quand on compare les charges qui pèsent sur l'emploi et sur l'activité économique, elles ne sont pas concurrentielles. Et la réalité, effectivement, c'est ce que vous dites, c'est que beaucoup d'entreprises restent en France par patriotisme, aussi parce que leur siège est là. Et c'est bien cela que nous voulons inverser. Mais comme c'est le fruit de 40 ans de politique qui ont été dans le mauvais sens, avec tous les gouvernements qui sont succédés, il y a malheureusement une solidarité de tous les partis dans ce sens pendant toutes ces années. Il faut inverser cela pour avoir une politique de compétitivité à tous égards, de façon à ce que les nouvelles usines arrivent en France. Et comme malheureusement, ce changement de politique arrive à un moment où l'importance de l'industrie, elle est bien comprise par nos concurrents américains, chinois, mais aussi allemands, mais aussi italiens. Les Italiens exportent plus que les Français. Donc nous sommes dans un monde beaucoup plus dur, où cette bataille pour la réindustrialisation, nous la menons un peu dos au mur. Mais il faut la mener quand même parce qu'elle est absolument vitale. Elle est absolument vitale. Donc, ce que vous dites est tout à fait juste, bien sûr. Et nous en sommes bien conscients. Mais c'est bien à ça que nous souhaitons répondre, même si, effectivement, il y a parfois des mauvaises nouvelles. Il y a aussi des bonnes nouvelles. On réouvre des usines en France. Ça ne s'était pas fait avant. On recrée de l'emploi industriel en France, 170 000 ces dernières années. Et il faut qu'on accélère dans cette direction. Monsieur le ministre, je ne peux pas vous laisser dire ça. Il y a eu des emplois recréés pendant un certain nombre d'années. La courbe aujourd'hui est complètement inversée. On repart vers une augmentation du chômage, des installations d'entreprises. Enfin, monsieur le ministre, vous connaissez les chiffres mieux que moi. 2024, 68 000 fermetures d'entreprises. On bat les records, même d'avant le Covid. 2019, on était sur 51 000 entreprises qui ont fermé, 68 000. Et l'une de vos ministres, je ne sais plus si c'est Véronique Louwagie, je ne sais plus laquelle, nous dit en séance, oui, mais le début 2025 montre des signes plutôt encourageants. Mais oui, mais les chiffres sont têtus, monsieur le ministre. Sur le premier trimestre de 2025, augmentation
des défaillances d'entreprises de 2,3% par rapport au premier trimestre 2024. C'est 18 000 entreprises mises en procédure, dont 12 000 en liquidation judiciaire. On va rebattre à nouveau un nouveau record. Donc, on ne peut pas, Monsieur le ministre, prendre des chiffres d'avant et dire « ça va bien ». Il faut que les commentaires qu'on fait, quand on a la responsabilité politique, vous comme nous, collent à la réalité. Arrêtons de regarder ce qui s'est fait avant, les résultats d'avant. Il faut être factuel. La situation aujourd'hui. Et le pire, vous dites les 40 dernières années. Moi, je regardais l'autre fois, 2012, l'endettement de la France était à 1 500 milliards de dollars. 2012. Aujourd'hui, il est à 3 300 milliards. Donc, malgré tout cet argent, dont grande partie à bon escient, on n'avait pas le choix. Mais on reste quand même un pays dans une énorme difficulté économique. Et les signes, c'est pour ça que quand vous disiez, oui, la France, ces dernières années, a été et est toujours citée comme le pays le plus attractif. Mais on n'est pas sur la bonne pente, on n'est pas sur la bonne courbe. Tous les voyants sont au rouge et on chute partout. Donc, continuons comme ça et ça ne va pas rester longtemps. Donc, on ne peut pas se satisfaire de notre histoire. Regardez devant, Monsieur le ministre, et prendre des mesures. C'est pour ça que je vous parlais de rebasculer de l'argent de la décarbonation sur la compétitivité. Les mesures, elles sont à prendre aujourd'hui. On échangeait tout à l'heure avec Michael McGrath, qui est commissaire à la concurrence, notamment à la protection des consommateurs au niveau européen. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on attend l'Europe pour mettre en place des droits de douane contre la Chine et avoir une politique offensive et ne pas subir? Il me dit, moi je veux bien, mais enfin la Commission européenne, elle est limitée. Le reste, c'est les États qui doivent nous donner la possibilité de le faire. Pourquoi on ne le fait pas? Donc voilà, ça fait partie des aides aux entreprises aussi, les soutenir sur le domaine. Je redonne la parole à notre... Oui, j'ai deux séries de questions, après Pardon, je vous rappelle que j'ai une contrainte à 18h. Oui, moi aussi. Ah bon, bah, d'accord. Il nous reste un quart d'heure. Ah ouais, bon. Ok. Contrainte à 18h, ça va être... Mais j'étais là à l'heure, monsieur le rapporteur général. Oui, on a eu quelques minutes de retard, on s'en est excusé. Oui, mais... Donc mais on peut arrêter l'audition maintenant, si vous voulez. Non. Allez, continuons jusqu'à 18h. Moi, j'ai aucun problème. Essayons d'être efficaces. On va être efficaces. Le Premier ministre, Michel Barnier, a dit devant la représentation nationale qu'il allait exiger des comptes à Michelin et Auchan. Quand un des responsables de l'IGF est venu, on lui a demandé si le rapport sur Michelin avait donc été commandé. Il nous a dit qu'il n'avait pas eu le temps de le commencer puisqu'ils avaient effectué un rapport sur Sanofi. Donc ma première question, c'est de savoir si le rapport sur Sanofi vous a été remis et s'il sera rendu public. Et la deuxième, c'est est-ce que le rapport de Michelin a commencé? Est-ce que nous pourrions y avoir accès? Et est-ce que, le cas échéant, vous le rendrez public? Écoutez, je n'étais pas au courant de cet engagement du précédent Premier ministre et je ne sais pas quel est ce rapport sur Michelin. Et si c'est... Donc Vous n'avez pas signé de lettre de mission à l'IGF? Non. D'accord. Donc, probablement, ce rapport ne verra pas le jour. Je ne sais pas. Bon. Mais alors, je vous répondrai, bien sûr. Très bien. J'essaie de faire court. Si les vidéos marchent, je veux bien essayer l'audition de Ménégo, de Florent Ménégo, donc PDG de Michelin. Question sur le CICE. Je vous laisse l'écouter. Alors, si ça marche, il n'y a toujours pas le son. Par le contribuable français, aussi vos salariés. Bon, c'est pas grave, je vais le dire. Engendrer des investissements. Je l'ai interrogé sur un montant de CICE, de machines-outils qui ont été achetés avec l'argent public sur le site de La Roche-sur-Yon et qui n'ont jamais vu le site, qui ont été directement délocalisés en Espagne, en Roumanie et en Pologne, avec de l'argent public, puis le site a fermé. Je lui ai demandé s'il trouvait ça logique, qu'avec de l'argent public, on achète des machines-outils qui n'ont pas vu un site de production français, même pas déballé. Il l'a reconnu et il a dit qu'il était d'accord pour rembourser l'argent du CICE. J'ai donc posé la question, j'avais posé la question à votre prédécesseur à l'époque, en 2019, à monsieur le maire, qui m'avait gentiment répondu qu'il n'en serait pas question. Quand il est venu devant la commission, il m'a dit « Bon, ben, finalement, je suis d'accord ». Donc, je pose la question aux responsables actuels. Puisqu'on a un PDG qui s'est engagé devant la commission d'enquête à dire qu'il était d'accord, si on le lui demandait de rembourser ces machines-outils,
Donc, est-ce que le gouvernement, par votre voix, va demander à Michelin de rembourser? Je pense qu'effectivement, c'est 4,3 millions, donc ça serait symbolique, et vous allez me dire ça. Mais je pense que pour beaucoup de gens, de dire que l'argent public est contrôlé et que s'il n'a pas été utilisé pour l'industrie en France, mais pour délocaliser, on demande le remboursement, même 8 ans plus tard, je pense que c'est important. Alors, pardon, c'est aussi quelque chose qui m'a échappé dans l'audition de Florent Menegaux, et donc nous allons regarder le sujet. Je suis très surpris qu'une société comme Michelin, effectivement, ait bénéficié d'une aide et n'ait pas mis en place l'installation prévue. Mais s'ils le reconnaissent, c'est que ça doit être vrai. Mais 4,3 millions pour ce site, 8 machines, 2 ont été déballées effectivement dans l'usine qui, 2 ans après, a fermé. Donc là, c'est un débat, est-ce qu'on doit... C'est le site de Cholet, c'est ça non, pas Cholet. Non, La Roche-sur-Yon. La Roche-sur-Yon, oui. Donc, effectivement, après, là, il y a un débat politique qui nous animera et on ne sera pas d'accord. Est-ce qu'une aide doit être remboursée s'il y a des localisations, hein? Mais les 6 machines-outils qui n'ont jamais été déballées sont parties directement sur des sites en Espagne, en Pologne, en Roumanie, puisque lui-même, M. Menegaux, l'a reconnu et a dit que si l'État lui demandait, il était prêt à le rembourser. Donc, s'il avait dit non, je vous dirais que c'était un débat, c'est une demande du rapporteur, mais puisqu'il l'a dit, puisqu'il est d'accord, puisque même votre prédécesseur qui ne l'a pas fait, mais maintenant il est d'accord. Bon, bref. Bon. Enfin, bon là, ça sera ma dernière question. Comme ça, je laisserai, même si j'en ai beaucoup d'autres, mais c'est pas grave. Je voudrais vous donner juste un graphique, c'est pas une vidéo, comme ça au moins ça marchera. C'est un graphique assez édifiant. Il concerne Carrefour. Monsieur Bompard qui est venu a été en désaccord à peu près avec tout, mais ça c'est pas grave, c'est le débat et la dispute organisée. Mais il n'a pas contesté les chiffres. Il n'a pas contesté les chiffres. Ça, c'est le montant du CICE, des exonérations, du total du CICE et des exonérations sur les 6 ans du dispositif, les bénéfices réalisés montent, et donc les dividendes versés montent. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'en 6 ans, 2,3 milliards d'exonérations et de CICE. Dans le même temps, les bénéfices réalisés montent, c'est 3,6 milliards. Pas mal. Et les dividendes versés, 2,8 milliards. Donc, là, clairement, sans avoir fait l'ENA et Matsup, sans parler du reste l'argent public a servi à rémunérer les actionnaires. C'est mathématique. Ça, personne ne peut le nier. Donc, est-ce que vous pensez que l'argent public peut rémunérer les actionnaires ou doit-il servir exclusivement à l'emploi, au salaire, à l'investissement productif, à la formation, en tout cas à l'entreprise et à ses salariés? Et ça sera ma dernière question, puisque nous sommes tenus par le temps. Alors, c'est une situation ancienne. Moi, Elle est claire des débats d'aujourd'hui. Oui, mais effectivement, on ne sera pas d'accord parce qu'il me semble que dans le fonctionnement de nos entreprises, il y a 2 sujets qui sont en réalité disjoints. Il y a le fait que l'entreprise doit chercher sa rentabilité, ce qui lui permet d'investir et de préparer l'avenir. Et cette rentabilité, elle est opérée après avoir versé les salaires, les charges, les impôts. Et ensuite, il y a un solde. Et effectivement, il appartient à la puissance publique de vérifier que quand il y a une aide, cette aide, elle soit utilisée à bon escient. Et c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis ensuite, ça permet de dégager un résultat. Et j'ai bien compris que le mot dividende était devenu un objet politique de débat. Mais le dividende rémunère les actionnaires, donc les investisseurs, souvent les épargnants, souvent les Français au travers de contrats d'assurance vie ou des fonds d'assurés internationaux, et ce dividende rémunère le capital. C'est un exercice qui est différent. Alors, je vois bien que la similitude des montants peut interroger. La question ce qui se pose, c'est fallait-il effectivement que ce dispositif bénéficie à une entreprise qui manifestement était déjà rentable? Moi, je ne lis pas la question à celle du dividende. La question, elle ne serait pas là, Monsieur le Ministre. La question, elle serait de se dire 2 millions, j'arrondis, 2 milliards de CICE et d'exonération, 3,6 milliards de bénéfices. Vous retirez 2 milliards de 3,6 milliards, il reste 1,6 milliard. Et donc, il n'y a qu'1,6 milliard
sur lequel on peut faire de la distribution derrière à des actionnaires. Mais on ne prend pas l'argent public pour rémunérer des actionnaires. Ce n'est pas l'histoire de dire on verse ou pas des dividendes. C'est qu'on exclut l'argent public du montant distribuable. Bien, je vous ai fait ma réponse, qui n'est pas la même que la vôtre, mais que... vous avez proposé une autre analyse que la mienne, mais ce qui... Comme ça, on va donner l'occasion à nos deux collègues de poser la question. Il y a une question de Daniel Fargeot et une question assez, je suis désolé, assez courte parce que le ministre... Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, bonjour. Alors, juste pour répondre à cette question, j'ai proposé une solution devant monsieur Louis Gallois, c'est que nous avons un résultat fiscal dégagé au sein des entreprises, que de ce résultat fiscal soient neutralisées toutes les aides publiques perçues par l'entreprise pour dégager un revenu distribuable. Comme ça, cette somme que nous avons sous les yeux, ou cette soustraction, comme vous le voulez, n'apparaîtrait pas. Est-ce que vous seriez assez favorable au fait que nous ayons un deuxième résultat de l'entreprise, résultat fiscal, sans les subventions et aides publiques perçues, puisque c'est de l'argent public qui ne doit pas être redistribué. Il sera redistribué à un moment donné, puisque l'entreprise va dégager de la valeur, va créer de la valeur par rapport aux subventions qui lui auront été octroyées. Voilà, ça c'était juste un petit point de détail. Si vous permettez, Monsieur le Ministre, notre collègue Solange Nabi va... t'as encore une question ? J'ai juste une question voilà. encore. Je continue, Monsieur le Ministre. Alors, je tenais à saluer votre annonce sur la mise en place d'un nouveau paradigme dans le pilotage des finances publiques à propos du plan d'action pour améliorer le fameux pilotage des finances publiques. Ce plan d'action ambitionne la création de multiples structures afin d'améliorer les prévisions et alerter en amont sur les risques d'erreur. Je pense notamment au comité d'alerte des finances publiques, au cercle des prévisionnistes et à la mission associant la Cour des comptes et France Stratégie sur les perspectives à long terme des finances publiques. Dans le même temps, notre commission d'enquête, vous le savez, évalue à plus de 2200 aides le nombre de dispositifs aux entreprises, mettant toujours un éclatement, un éparpillement de l'intervention publique. Le contrôle et le pilotage de cette politique en devient donc extrêmement complexe. Aussi, je voulais savoir dans quelle mesure le plan d'action pour le pilotage des finances publiques que vous avez présenté prenait en compte cet éclatement de l'intervention publique. Les créations nouvelles de différents comités ne risquent-elles pas de complexifier le pilotage de cette galaxie d'aides? Vous dire, Monsieur le Ministre, que les aides publiques sont considérées par les grandes entreprises comme des compensations de prélèvements obligatoires. Le sujet est que nous assistons à un grand écart de l'évaluation du montant de ces aides, entre 70 et 250 milliards d'euros, alors que vous venez de nous annoncer un montant de 150 milliards. Pour ma part, ce flou artistique ne participe pas à la transparence des aides publiques dans le budget de l'État. Dernière petite question. 15 000 entreprises bénéficient du CIR, notamment les grandes entreprises et certaines ETI. Ne pensez-vous pas que l'accès aux aides publiques vers les PME et notamment le CIR soit simplifié, voire facilité, tout en exerçant un contrôle fin? J'évoque bien l'accessibilité de ces aides. Je vous en remercie. On va laisser la possibilité à notre collège Solange Nabil de poser une question, puis vous pourrez faire une réponse globale, Monsieur le Ministre. Je vais être rapide. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les collaborateurs. Merci pour ces premiers propos, Monsieur le Ministre. Juste vous demander votre regard sur l'outre-mer et surtout, que pensez-vous lorsque nous disons que certaines grandes entreprises ultramarines participent à la vie chère en outre-mer? Merci beaucoup. Monsieur le Ministre, je vous laisse répondre. Est-ce que le rapporteur aura encore une question à la fin, en sachant qu'il nous reste 3 minutes? Non, allez-y. S'il vous reste 1 minute 30, je me permets. Je vous en prie, Monsieur le Ministre. Sur le dividende hors aide publique, encore une fois, je pense qu'il faut distinguer la rentabilité courante d'une entreprise et le rôle des aides publiques qui peuvent l'augmenter ou pas, qui sont d'ailleurs en l'occurrence des aides publiques françaises. Le résultat après impôt qui est dégagé, et il revient aux dirigeants de l'entreprise avec les actionnaires de décider ce qu'ils en font. Je rappelle, dans les entreprises dont vous parlez, notamment Carrefour, je n'ai pas tous les comptes de Carrefour en tête, mais Carrefour a une part d'activité hors de France extrêmement importante. Oui, mais... c'est les bénéfices réalisés monde, et c'est juste... les aides françaises. Ouais. Oui, mais le dividende, c'est bien le bénéfice mondial. Et effectivement, certaines entreprises françaises, pour des raisons liées à la territorialité de l'impôt, d'ailleurs qui est contestée par certains, ne payent pas d'impôt en France. Ça, c'est notre impôt.
peut tout à fait y réfléchir. D'ailleurs, pas mal d'entreprises souhaitent qu'on le fasse. Mais pour moi, il y a disjonction entre le sujet du résultat et le sujet du dividende. Et le sujet du compte de résultat fiscal est assez complexe comme ça. Effectivement, je ne suis pas favorable à l'idée qu'on mette... mais c'est... Voilà, à la fin, c'est le Parlement qui vote notamment les questions fiscales. Et donc, c'est un sujet qui... Mais je vais vous donner ma position. Alors, sur les plans d'action finances publiques, je reconnais que le pilotage des finances publiques est complexe, puisque, effectivement... la question, ce n'est pas la multiplicité des comités. On a 3 grandes familles de finances publiques qui elles-mêmes sont pilotées par des mécanismes différents. À la fin, nous sommes garants de solde global et donc on a utilisé tous les outils que nous avions pour chaque mois les suivre. Est-ce que c'est complexe? Oui. Cela dit, c'est bien la responsabilité des ministres en charge, à savoir Amélie de Montchalin et moi-même, de gérer cette complexité pour pouvoir informer, au travers des comités qui ont lieu tous les 2 mois, les élus et les Français de la façon dont ça se passe, surtout après qu'il y ait eu quelques difficultés de suivi, dont d'ailleurs des commissions parlementaires ont pu s'occuper aussi. J'ai cru que vous alliez nous dire, Monsieur le Ministre, que votre objectif c'était de baisser la complexité, pas de la gérer. Non, notamment pour gérer les aides publiques, c'était ça aussi ma question, hein, dans le cadre de la complexité de votre plan d'action. Le plan de simplification est quelque chose que nous essayons de viser en tout, mais là je dois reconnaître que vous voyez, dans le délai qui est le nôtre d'essayer de faire gérer des budgets, je rappelle, ça a été évoqué en passant, on a effectivement une situation économique qui est extrêmement compliquée, on a une situation européenne, enfin donc c'est pas la priorité immédiate de ce gouvernement, je l'admets, mais vous avez raison quand même. Mais c'est vrai que c'est pas ce qu'on a mis en haut de la pile. Sur l'outre-mer, oui, on sait très bien que certaines entreprises, ça a été bien documenté, que dans certains secteurs, il semblerait, j'en parle prudemment parce que ce n'est pas ma spécialité, qu'il y ait une concurrence insuffisante qui pèse sur le niveau de prix et que les pouvoirs publics régulièrement cherchent à remettre plus de concurrence. Et puis en plus, il y a quelques particularités, un droit particulier qui est l'octroi de mer, que vous connaissez mieux que moi. Il se trouve que j'avais travaillé au ministère des Outre-mer quand Louis Lepinsec en était ministre. Ça date un peu. Et donc toutes ces particularités pèsent sur l'efficacité économique, effectivement pèsent sur les prix à la consommation. Les ministres successifs et Manuel Valls regardent cela et essayent de trouver des solutions avec les élus. Pour le reste, les entreprises d'outre-mer bénéficient évidemment des aides et des accès à l'identique de ce que nous avons sur les autres territoires de la République. Oui, je suis d'accord avec vous. Elles sont peu nombreuses, je l'avoue, mais on les connaît. Hein. Les noms sont connus. Après, moi, j'aimerais bien échanger par la suite avec vous sur l'octroi de mer pour que vous puissiez changer d'avis sur l'impact de l'octroi de mer sur la vie chère en Guadeloupe notamment. Merci beaucoup. Je suis à votre disposition, Madame la sénatrice. Monsieur le ministre, juste le point sur l'accessibilité des PME vers le CIR notamment, et pour faciliter la simplification vers ces entreprises qui ont beaucoup de difficultés à aller chercher notamment le CIR et d'autres subventions. Oui, ça, je suis prêt à regarder ça avec les équipes parce que vous avez raison, ça c'est une inégalité devant les droits des entreprises qui est fâcheuse. Et donc si on peut simplifier l'accès et mieux faire connaître l'accès au dispositif, parce que dans les priorités qui sont les nôtres, il faut effectivement soutenir les petites entreprises qui agissent dans des conditions souvent difficiles et qui en plus sont implantées sur l'ensemble des territoires de la République, raison supplémentaire pour les soutenir. Un vrai point d'accord, Monsieur le Ministre. Une toute petite question du rapporteur. Vous avez 1 minute de plus, Monsieur le Ministre. Toujours pour vous, Monsieur le rapporteur. Non, mais, Monsieur le Premier ministre, hier, ça a duré 5h30. On est resté raisonnable. Si vous voulez que je sois 5h30 devant vous, je suis à la disposition du Sénat. Si simplement ça demande des organisations. Non, mais vraiment, je retiens, Monsieur le ministre. J'en ai pour 1 minute. C'est une question de. J'imagine que comme nous, vous êtes d'accord que les entreprises françaises respectent la loi française, d'autant plus quand l'État y est actionnaire.
Je vous laisse aller au bout de votre question. Non, mais sénateur. je vous pose une question. Oui, le respect de la loi fait partie des sujets auxquels le gouvernement est attaché. Bon. Et juste sur ST microélectronique, on n'aura pas le temps d'aller au bout du débat, mais donc cette entreprise était accompagnée à plusieurs centaines de millions, vous allez me dire, microprocesseurs, c'est stratégique, dont 55% de l'aide aidée pour sa recherche et développement, pour son investissement, c'est majeur. L'État y est actionnaire de référence à côté de l'État italien, vient d'annoncer un plan de départ volontaire. Moi, je ne sais pas ce que c'est être volontaire pour être licencié. Donc, c'est de la suppression d'emplois, en réalité. Le fait qu'en plus, un de ces processeurs qu'elle a à Tours, dont elle a fait la recherche et développement, dont elle devait faire l'industrialisation à Tours, va finalement finir en Chine. Et pour finir, elle paie 0% d'impôts parce qu'elle organise en réalité un schéma d'optimisation fiscale dans un paradis fiscal en Europe. Et l'État y est actionnaire. D'ailleurs, quand j'ai posé la question à un de ces PDG, à ce PDG, je lui ai dit, mais combien vous payez d'impôts? Il dit, je ne sais pas, c'est compliqué. Ben, je lui ai dit, moi je sais, 0, parce qu'on m'avait donné l'information. Est-ce que vous pensez, à un moment donné, qu'une situation comme ça, y compris quand l'État est actionnaire, est-il normal? Voilà, c'est ma dernière question, Monsieur le Ministre. Alors, c'est un dossier que je connais très bien, mais dont je ne peux pas vous parler, parce que l'actionnaire, c'est BPI France. Je vous prie de m'en excuser. Bon, mais voilà. Allez, Par contre, vous pouvez nous envoyer ça par contribution écrite, je pense. On peut trouver quelqu'un qui vous réponde. Voilà, merci Monsieur le Ministre. Merci beaucoup Monsieur le Ministre, bonne fin de journée.